afro. Donc, en attendant que les autres nous rejoignent, bien vouloir écrire dans le chat box votre prénom et votre pays. Comme ça, on connaît ceux qui sont représentés maintenant. Moi, je m'appelle Eleanor Fonji et je suis du Cameroun. Donc, vous pouvez écrire dans le chat box votre prénom et votre pays. Ok. Je vois le Togo, je vois le Bénin, je vois le Cameroun. Ah, je vois le Niger. Ok, je vois RDC, Burkina Faso, Guinée-Conakry. Ok, ok. Je vois le Tchad. Wow, vous êtes tous la bienvenue. Donc, on patiente 1 à 2 minutes. On attend que les autres nous rejoignent, s'il vous plaît. Ah, nous sommes beaucoup, hein. Euh, Ok. Donc, vous êtes tous la bienvenue. Donc, nous sommes à la deuxième séance, dans la deuxième semaine pour la phase d'atelier. Et je pense que la plupart de nous étaient là dans la session. Je pense que la plupart de nous étaient là dans la dernière séance. Et pour ceux qui n'étaient pas là, donc, vous avez encore ces quelques semaines pour vous rattraper parce que rappelez-vous que vous devez avoir un taux de participation de 80% pour pouvoir passer dans les autres phases. Donc, ça veut dire au minimum 4 séances sur 5. Ça, c'est juste à titre de rappel. Donc, nous sommes 70, donc je pense qu'on peut commencer. Donc, pour le programme de ce jour, on va d'abord introduire notre facilitateur. C'est un docteur impressionnant. Donc, on va d'abord introduire notre facilitateur et il va présenter ce qu'il a prévu pour nous. Et puis, après cela, on va passer à la séance des questions et les réponses. Monsieur Justin, s'il vous plaît, êtes-vous prêt à introduire l'intervenant? Oui, oui. Ok, je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Ah, d'accord. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, je vous Ah, entends. ok. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole, et là. Merci à tous d'avoir rejoint la session. Je réponds au nom de Justin Moïse. Je suis pharmacien depuis la République démocratique du Congo. Je suis aussi membre du sous-comité de développement professionnel du Bureau régional africain des projets de la Fédération internationale des étudiants en pharmacie. Notre orateur du jour, il s'appelle Alain Bapolis. Alain Bapolis, c'est un pharmacien de formation formé à l'Université officielle de Bukavu, en République démocratique du Congo. C'est là où il a obtenu son diplôme de pharmacien en, en option industrie analyse des médicaments. C'était en 2017. Euh, il est détenteur de master en sciences à l'Université de Rhodes, en Afrique du Sud, qu'il a obtenu en 2020. Sa recherche est des masters portés sur la nanotechnologie, particulièrement sur la formulation de liposomes pour l'amélioration du traitement de la tuberculose. Depuis 2021, il fait sa thèse à Potsdam,
University, c'est en Allemagne, en chimie des polymères. Dans sa thèse, le pharmacien Aleb Apolli développe de nouveaux glycopolymères antimicrobiens et élucide leurs mécanismes d'action dans le but de lutter contre la résistance antimicrobienne, qui est actuellement un grand problème de santé globale. Le pharmacien, il est passionné de la recherche interdisciplinaire. Il a à son actif plus de 16 publications scientifiques dans des journaux de renom international, dans le domaine des drogues de livrerie, nanotechnologie, chimie pharmaceutique. Il est en outre un enseignant, c'est un enseignant à l'Université de Bukavu. Si le plan para-académique, qu'est-ce que nous pouvons retenir du pharmacien Aleb Apolli en tant que leader? Je profite de cette occasion pour vous annoncer qu'Alain Bapolis, il est le cofondateur du club d'étudiants en pharmacie de l'IOB, le CPIOB, membre de l'IPSF, full member de l'IPSF, et il fut même le premier président du CPIOB. Pour dire qu'il est aussi un des précurseurs, c'est lui qui nous a transmis aussi la force de l'énergie pour pouvoir mettre ensemble, en place l'Association nationale d'étudiants en pharmacie, ANEP, qui sera bientôt mise en place. Il est un CDC graduate et facilitateur de plusieurs formations organisées par l'IPCF. Il a été aussi IPCF Field Exchange Officer et il est aussi cofondateur de l'Académie des sciences pour les jeunes en RDC et est engagé pour la promotion de la science et de la science dans la jeunesse. Voilà, mesdames et messieurs, notre orateur du jour. C'est non seulement un maître pour nous, mais aussi un grand frère et un aîné qui nous a précédés dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Justine, pour Merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole à Docteur Alain, dont j'arrête de partager mon écran. Docteur Alain, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ça a toujours été une grande joie de participer dans ce genre d'activité de l'IPCF et je suis vraiment très content, particulièrement de voir que l'Afro continue à épanouir toutes ces personnes sans distinction, particulièrement la région francophone qui, au départ, n'avait pas assez de workshops comme celui-ci. Et maintenant, nous sommes vraiment très heureux parce qu'on voit que la machine continue à avancer. Alors, je veux partager ma présentation. J'aime bien avoir de sessions très actives et participatives. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez participer, soit à travers les chats, soit avec des questions. Et il y aura une partie où on va faire comme questions-réponses, échanges, où ce n'est pas moi seul qui donne la parole, mais c'est tout le monde qui essaie d'intervenir. Donc, je sais de partager un instant. Ok, petit souci, voilà, on y est presque. Vous voyez bien mon écran Oui, docteur. en full vidéo, c'est plein écran? Oui, docteur. Ok, merci. Ok, c'est un honneur d'abord de participer à cette formation comme un passionné de la recherche et voir qu'on peut aussi continuer à avoir ce genre de formation dans l'IPCF pour promouvoir la recherche. Alors, il m'a été attribué de présenter aujourd'hui dans ce projet de Research-a-thon, Research-a-thon, dans cet atelier de la deuxième semaine, euh, un de thèmes qui sont spécifiques. Je ne reviens pas sur ma présentation, je pourrais y revenir à la fin pour partager avec vous mon expérience et mon parcours. Mais je veux d'abord, comme agenda, je me suis donné de garder exactement ce que les organisateurs ont proposé, c'est-à-dire présenter une revue systématique et différence entre la revue systématique et méta-analyse, et c'est un peu de décortiquer ensemble ce quoi. Et puis, on parlera de la recherche qualitative et quantitative. Et nous verrons comment on peut rédiger ensemble notre premier manuscrit, si c'est possible, et voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Et ensuite, nous parlerons de rédiger de propositions de recherche qui sont compétitives. Étant étudiants, nous recherchons souvent des opportunités de faire de mémoire, de petits projets de recherche, mais comment les faire pour qu'ils soient compétitifs?
On ne donnera pas tout ce qui est comme à faire, mais quelques guides ou quelques guidelines qui peuvent nous aider à le réaliser. Et ensuite, comme je l'ai dit, je reviendrai un peu sur mon parcours. Peut-être que ça peut inspirer d'autres gens ou peut-être qu'on peut avoir de futures collaborations ensemble à travers ce projet. Alors, en commençant par le début, la revue systématique et méta-analyse. Je ne sais pas combien de gens, juste rapidement dans le chat, par oui ou par non, avez-vous déjà une idée sur ce qu'est la revue systématique ou méta-analyse? Juste un N ou un O, N pour non, O pour oui, si vous l'avez jamais entendu parler de ça. Oui, ok, super. Moi, je vois qu'il y a quand même assez de oui, beaucoup plus de non. C'est déjà quelque chose de bien. Alors, ce qui veut dire que je ne serai pas le seul à parler ou le seul à savoir quelque chose. Et que s'il y a quelqu'un qui a de points à ajouter, sentez-vous libre de l'écrire dans le chat ou de demander la parole. On va toujours essayer d'améliorer tous ensemble. Comme je l'ai dit, la session ne doit pas être que moi qui parle comme si j'étais un enseignant en cours, mais c'est un échange entre nous. OK. Si on voit ces sphères ici qui se représentent, on a d'abord tout ce qu'on a comme revue de littérature. C'est une synthèse de toutes ces connaissances qui existent déjà, mais il y a une certaine revue de la littérature qui est vraiment très particulière et un peu plus accentuée qu'on appelle la revue systématique. Et en plus de cela, il y a ce qu'on appelle méta-analyse. Nous allons décortiquer cela schéma faisant, mais on va d'abord commencer par parler euh, de différents types de synthèse de connaissances. Si on commence d'abord par la première, la toute première, qui est la revue de la littérature générale. C'est une revue qui est narrative. Narrative, c'est-à-dire on ne fait que décrire de choses, de données publiées qui sont ci et là. Alors, la différence est dans l'approche méthodologique. Elle est non systématique. Non systématique, c'est-à-dire il n'y a pas de règles, il n'y a pas de protocole en soi qu'on suit pour faire cette revue de la littérature. Et la sélection et l'évaluation sont subjectives parce qu'il n'y a pas de règles. Et en plus de cela, quand vous voyez une revue de littérature de manière générale, elle n'est pas exhaustive. Donc, vous pouvez écrire faire une synthèse sur un sujet, mais sans pour autant finir toute la matière dans ce sujet. Alors, ça, c'est le premier cadran à gauche. Le deuxième cadran à gauche, en bas, c'est la revue générale de la littérature qu'on appelle en anglais aussi overview. C'est un peu similaire à la revue de la littérature de manière générale qu'on avait, mais bien évidemment, étant similaire, la synthèse est qualitative de données publiées, c'est une synthèse qualitative de données publiées, mais toujours, il n'y a pas de méthodologie précise. Elle n'est pas encore, pardon, la différence est que maintenant, il y a une méthodologie précise. Donc, on dit, on va de A à Z, on inclut ceci, on exclut cela, mais elle est encore vérifiable parce on sait quelle source on a pris prendre, on a consulté quelle euh, base de données, mais le seul problème qui est encore là est qu'elle n'est toujours pas exhaustive. Donc, on peut commencer, on dit on va prendre toutes les données qu'on peut trouver dans un moteur de recherche, par exemple Google Scholar ou PubMed, mais on n'aura pas à finir tout parce que c'est pas ça le but. Mais maintenant, pour la revue systématique de la littérature, ce qui sera notre matière du jour, la différence est que c'est une synthèse qualitative toujours, comme les deux précédentes, de données publiées et aussi, ici c'est pas important, pas seulement les données publiées, mais aussi des données non publiées. C'est-à-dire, on n'ira pas que seulement sur Internet, sur PubMed ou sur Google Scholar, mais on peut aussi consulter de travaux de mémoire non publiés, consulter des experts qui ont fait des rapports dans l'une ou l'autre l'une ou l'autre démarche de projet, ainsi de suite. Elle est aussi systématique parce qu'elle suit un certain protocole, une certaine méthode qui est déjà stricte. C'est vérifiable, tout le monde peut rentrer et trouver le source. Et en plus de cela, se doit d'être exhaustive. Par exhaustive, c'est-à-dire on a tout vu, on a tout balayé comme matière en ce qui concerne ce type de connaissances que nous sommes en train de résumer.
Alors, vient maintenant le quatrième cadran, qui est la méta-analyse. Par méta-analyse, on entend quoi? C'est aussi comme la grande différence entre la méta-analyse et toutes les trois autres types de synthèse dont on a parlé, c'est que la méta-analyse, c'est une synthèse quantitative de données, d'études, et qui sont, pour qu'elles soient quantitatives, ces données doivent être comparables. Donc, il y a deux préalables. D'abord, la quantitativité et la comparabilité. On va revenir sur tout ça en détail dans les slides qui vont suivre. Et celle-ci, elle utilise des techniques statistiques pour que ça soit quantitative, bien évidemment, et suivant un protocole strict. Il est aussi vérifiable comme la revue systématique, reproductive et aussi exhaustive. Donc, on peut retenir ici que la grande différence entre la revue systématique et la méta-analyse est que la revue systématique, elle est qualitative, tandis que la méta-analyse, elle est quantitative. Alors, mais toutes ces deux sont exhaustives, qui le différencie de tous les autres. Ça, c'est un peu pour essayer de recadrer tout un chacun et qu'on puisse tous partir sur les mêmes bases, de ne pas confondre cette revue systématique et les revues normales qu'on peut rencontrer ou qu'on peut essayer de faire dans nos différents travaux en tant que chercheur, en tant qu'étudiant. Alors, j'essaie de passer. OK. Alors, où est-ce qu'on peut situer cette méta-analyse ou cette revue systématique en termes de pyramide? Ce qui est important ici, c'est les niveaux de preuves scientifiques. Au départ, nous avons de, choses, de présentations comme... sorry. Ouais, je disais qu'au départ, nous avons des présentations. Vous voyez encore bien mes slides? Juste un oui ou un non? Oui, Oui. ok, c'est bon, c'est bon. Alors, au départ, nous avons ce qu'on appelle des études normales, comme de papier, une étude de recherche publiée à gauche, à droite. Le cas de rapport, nous avons des essais animaux, nous avons, par exemple, des études cross-sectionnelles, nous avons des études contrôle. Tout ça, ce sont de données qui sont publiées, mais ayant un niveau de preuve qui est peut-être un peu plus faible comparativement à quand on va dans des études qui sont randomisées. Et la méta-analyse est là, au fond, au sommet de la pyramide. Donc, c'est un peu comme la preuve de recherche ou le type de connaissance qui a une très forte un très fort niveau de preuves scientifiques. Donc, il y a vraiment suffisamment de preuves et c'est, si on pourrait dire, la crème de la crème si on veut se renseigner en termes d'un sujet particulier. Alors, pour faire cela, ça nécessite vraiment un grand travail et nous allons voir le travail qu'il y a derrière ça pour arriver à faire ce révis systématique ou ce méta-analyse qu'on peut utiliser. Mais d'abord, essayons un peu de définir ces termes que nous sommes en train d'utiliser et voir ce mot-clé qui peuvent nous guider à bien comprendre ce qu'est une revue systématique. La revue systématique, comme son nom le dit, c'est revue, et revue en anglais c'est review, c'est revoir. On est en train de revoir, du verbe revoir, de gens qui ont fait les sections littéraires diront mieux que ça. Moi, je n'ai pas fait la littéraire, je fais la biochimie, donc pas très fort en ça. Mais c'est un peu ça. La revue ou la revue systématique porte sur une question clairement définie. Donc, la question doit être très bien clairement définie et circoncis. Elle doit utiliser une méthode systématique explicite, méthode systématique, donc un protocole bien en soi, pour identifier, sélectionner et évaluer d'une façon critique les études pertinentes, collecter et analyser les données à partir des études incluses dans la revue. Donc, on identifie, on sélectionne et on évalue. On va revenir sur les étapes de faire tout ceci après, mais on peut comparer maintenant, après avoir fait toute cette sélection de revues ou d'études à inclure, identifier, sélectionner, évaluer. Maintenant vient la méta-analyse qui vient après.
La méta-analyse peut être résumée comme une synthèse statistique des études qui ont été incluses dans une revue systématique. Alors, la différence est que la méta-analyse permet une analyse plus précise de données par l'augmentation du nombre de cas étudiés et tirer une conclusion globale, avec bien évidemment des analyses qui sont quantitatives, utilisant certaines logiciels ou certaines données statistiques, comme on dit synthèse statistique. Alors, on peut se dire, nous sommes peut-être de pharmaciens, de gens dans le domaine de santé, et quels seraient peut-être les genres de revues systématiques qui pourraient nous intéresser, nous en tant qu'étudiants en pharmacie, nous en tant que futurs professionnels de santé. Il y en a plusieurs, rassurez-vous. Vous pouvez faire des études sur plusieurs, et ces genres d'études sont surtout, dans la plupart des cas, faites dans le domaine de santé, et il y a plusieurs classifications qui résument ce genre d'études, et j'en ai pris juste vaguement quelques-unes. On ne doit pas tous les retenir, mais juste vous montrer, par exemple, vous voulez évaluer l'efficacité d'une intervention, d'un traitement ou de la réponse ou la réponse thérapeutique d'un médicament ou d'un programme de prise en charge d'un médicament. Et pour cela, vous devez faire de certaines revues systématiques, voir qu'est-ce qui est fait. On a le Bénin, on a le Cameroun, on a la RDC, on a le Togo, on a tout ceci. Et vous essayez d'un peu de réunir tout ce qui se fait dans ce domaine-là, particulièrement pour un sujet particulier et le combiner. Ça peut aller dans plusieurs sens, comme connaître l'expérience d'une population par rapport à un phénomène. On a eu la COVID, on a eu tout ceci. Alors, vous êtes demandé à faire une revue systématique de tout cela, réunir autant de preuves et que ça soit aussi consistant que possible pour arriver à convaincre tout le monde que vous avez fait ça de manière bien ordonnée, exhaustive et tout cela. Il y a plusieurs exemples, je ne veux pas trop m'attarder à cela parce que on va plutôt se passer à autre chose, qui est si on nous demandait de réaliser une revue systématique ou une méta-analyse, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Je choisis les 10 étapes parce qu'il y en a beaucoup dans la littérature, vous pourrez le voir après. Il y en a beaucoup dans la littérature, beaucoup d'étapes que vous pouvez suivre. Certains qui le résument en 7 étapes, d'autres qui les résument en 10. Mais je trouvais l'approche de 10 un peu plus explicite et on peut facilement scinder la revue systématique et la méta-analyse. Alors, juste pour vous dire que ce n'est pas un schéma pour dire standard, il y en a plusieurs façons de le présenter, mais nous, on va partir dans ce optique de 10 étapes. Je ne sais pas si la personne qui parle peut muter son micro si possible. Ouais, alors, il y a 10 étapes et la première, c'est celle d'élaborer un protocole. Un protocole, on va y revenir. Et deuxièmement, en justification de la problématique. Troisièmement, en définition de la question, donc la question de recherche. Définition de critères de sélection, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, ça serait la recherche des études. La sixième étape serait la sélection de données. La septième étape serait l'évaluation de la qualité des études. La huitième étape, extraction de données. La neuvième étape, c'est la synthèse qualitative de données. Qualitative. Ok, bonne nuit. Ok, merci. Very Ouais. bonne nuit, non? Ouais, si l'admin peut peut-être essayer de muter les autres pour éviter ces désagréments. Oui, on va dormir après, bien évidemment. Je vais essayer de ne pas trop vous faire attendre. Alors, neuvièmement, on peut voir comment, et huitièmement, on peut voir comment extraire ces données de tout ce qu'on a pu récolter comme études. Et je disais neuvièmement, là, c'est là où j'étais, voir comment on peut faire une synthèse qualitative de données, la revue systématique en soi, et par la suite, voir comment, ou si c'est possible, de faire une synthèse quantitative de données, ce qu'on appelle la méta-analyse. Et en fin de compte, c'est la rédaction. La rédaction du rapport, la rédaction du manuscrit en soi. Dans les 10 slides qui vont venir, je vais essayer de juste donner quelques lignes directives rapidement de chaque point et montrer un peu comment est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'on doit s'attendre à chaque niveau. Je rappelle que
c'est une étude qui est vraiment, vraiment très costaud. Et dans la plupart des cas, on ne fait pas l'étude seule comme revue systématique. Pour ceux qui ont déjà eu à travailler, comme on fait souvent de travaux en groupe, quand on nous donne un sujet de travail, on nous dit, par exemple, on se répartit de tâches et puis chacun amène ce qu'il peut et puis on essaie de faire la mise en commun. C'est un peu ça aussi comment se fait la revue systématique et ça suit vraiment un processus très rigoureux. D'abord, en parlant de processus rigoureux, la première des choses, c'est élaborer un protocole. Comme on est tous de pharmaciens, ou presque tous, ça passe par l'élaboration d'un protocole. Avant d'aller au laboratoire, avant de faire une expérience, il faut élaborer un protocole. Mais dans ce cas aussi, avant même d'écrire une revue systématique, il faut avoir cette élaboration du protocole qui doit être fait a priori. Pourquoi fait a priori? Parce que vous devrez d'abord être convaincu de ce que vous êtes en train de préparer. Il faut savoir justifier la problématique, euh, être capable de présenter l'ensemble des actions à entreprendre. Non seulement l'ensemble des actions à entreprendre et qui va le faire, comment est-ce qu'on va le faire, dans quel timing, dans quel temps on va le faire, pendant combien de temps. Euh, c'est important de dire que ce genre d'études, ce ne sont pas des études à faire dans un jour, 2 jours, 3 jours. Ça prend beaucoup de temps, si pas plusieurs mois, parfois même 2 années. Ça peut même vous prendre 5 ans pour être en mesure de pêcher, de finir tout ce qu'il y a comme matière dans une thématique donnée et être à mesure de publier. Donc, c'est un travail de longue haleine et il faut vraiment prendre du sérieux et cette étape est vraiment primordiale. Et il faut éviter que, avoir une question bien définie, il faut éviter que la synthèse ne soit influencée par des données issues d'études trouvées en cours de réalisation. C'est-à-dire quoi? Vous commencez votre étude et à un certain moment, vous avez planifié pendant 3 ans, et puis à un certain moment, vous commencez à dévier de votre question de départ ou votre problématique de départ. Là, c'est pas de bon. Donc, on doit garder la bande, on reste dans la circonscription de l'étude. Alors, deuxième étape, il faut justifier la problématique. Justifier la problématique, c'est effectivement être capable de formuler le problème. Qu'est-ce qu'on veut répondre comme problème? Est-ce que c'est l'utilisation de tel médicament ou l'effet thérapeutique de tel médicament? Et on doit être précis exactement dans ce qu'on veut faire pour euh, bien justifier la problématique. Donc, il faut une description claire et concise. Description claire et aussi, il faut une discussion ou supporter l'importance du sujet. Pourquoi il est si important de faire une revue systématique sur la prise en charge de la COVID-19, par exemple, en Afrique, incluant tout ce qui est comme base? On doit avoir une bonne justification de le faire et garder le contexte général et scientifique qui sont possibles. Quelles sont les connaissances médicales que nous connaissons, par exemple, sur ça? Quels sont les tas de connaissances qui sont acquises partout? Comme on l'a dit, la revue systématique, c'est partout. Vous allez voir tout ce qui est publié et même ce qui n'est pas publié à accès ouvert à l'Internet. Alors, il y a aussi l'importance de la synthèse, montrer l'importance de la synthèse pour éclairer les processus de prise de décision. Donc, en justifiant votre problématique, vous devez montrer comment est-ce que votre synthèse ou votre revue systématique va éclairer le processus et les décideurs à venir. Alors, après cela, il faut aussi définir la question. C'est l'étape la plus importante de définir la question. Qu'est-ce qu'on entend par définir la question ou comment est-ce que la définition doit être? Ça doit être l'objectif principal unique doit être réaliste, bien défini et clair et précisé. On a aussi, en précisant, bien défini, clair et précisé, il faut préciser quel type de population nous allons inclure dans l'étude, quel type d'intervention, s'il le faut, on va inclure, quels sont les indicateurs de résultats qu'on espère avoir et quels sont les résultats qu'on escomptés. Et s'il y a d'autres questions qui viennent pendant que nous recherchons de données, ces questions-là doivent être uniquement qu'à titre documentaire. Donc, on ne doit plus biaiser notre question principale, elle doit rester maîtresse. Alors, maintenant,
Après avoir défini la question, on doit maintenant définir les critères de sélection des études. Euh, Critères de sélection, c'est-à-dire quoi? Il y a une très grande vague, une très grande marge dans la littérature. Il est maintenant question de définir quels sont ces critères de sélection pour notre étude spécifique, pour nos objectifs, pour notre question. Alors, ces critères doivent être clairement définis en fonction de la rigueur de la méthodologie souhaitée. Donc, on se réfère sur le plan de recherche qu'on fait et on doit aussi le faire en fonction du domaine d'intérêt. Quel est le domaine d'intérêt que nous sommes en train de faire pour bien définir ces critères, c'est-à-dire si ce sont des C'est ça. interventions étudiées, quelles populations ont été admises, quels indicateurs de résultats sont là. Et enfin, il faut la C'est ça. cinquième étape, pardon, et c'est la étape de recherche des études. La recherche des études, qu'est-ce qu'on entend par recherche des études? On doit créer une liste complète. On a dit que la revue de la littérature est exhaustive. Alors là, on doit créer une liste complète et à jour des études permettant Ah, de tout fait que répondre justement. Oui, oui, à notre question posée par la synthèse. ok. Donc, on répertorie tout Pourquoi ce non? qu'il y a comme liste qui peuvent nous permettre de répondre à la question que nous sommes posées. C'est donc un processus systématique et exhaustif. Systématique, donc il y a des règles bien définies, qu'est-ce qui est à prendre, qu'est-ce qui est à laisser, et qu'est-ce qui est à prendre, qu'est-ce qui est à exclure, et on se rassure qu'on a tout fini, exhaustif, donc tout a été inclus. Alors, en faisant ces recherches, il faut une stratégie de recherche documentaire. Par stratégie de recherche documentaire, c'est-à-dire on doit avoir une certaine base de données bien réalisée. Je pense que dans les semaines qui vont suivre, vous aurez peut-être à faire face à comment gérer de bases de données, comment gérer la bibliographie. Alors, c'est important aussi qu'on puisse être en mesure de bien gérer ce base de données publiées, bibliographiques, mais non seulement publiées, mais parfois non publiées. Aller dans des hôpitaux, par exemple, chercher des registres des essais cliniques qui sont présents, aller manuellement peut-être dans de bibliothèques, chercher tout ce qu'on peut trouver comme rapport, comme tout ce qui peut être preuve et s'est rassurer que l'étude a été exhaustive. Euh, il faut peut-être consulter des experts pour savoir si on n'a rien laissé derrière. Et bien évidemment, l'Internet est toujours là comme nous sommes de gens du millénium. L'Internet est toujours là pour nous donner beaucoup d'informations. Alors, non seulement qu'on doit être en mesure de chercher cela, mais il y a aussi un autre préalable qui revient. Ces stratégies de recherche doivent être reproductibles. Donc, ce qu'on a fait, d'autres personnes peuvent le faire selon le protocole qu'on a donné et trouver ces mêmes données qu'on a pu trouver et avoir le même référence. Alors, c'est très important que nous puissions aussi avoir une très bonne gestion de référence. Je pense que c'est dans les semaines qui suivent, si pas la semaine prochaine ou l'autre, que vous aurez aussi à faire dans cet atelier, la gestion de référence. C'est vraiment très important. Après avoir fait des recherches, des études, il faut maintenant passer à l'étape de sélectionner les études qu'on va garder dans notre processus. Alors, pour cela, il faut faire une présélection. Présélection, c'est-à-dire on élimine ceux qui n'ont pas d'intérêt, ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne cadrent pas avec ce qu'on fait, en appliquant de critères bien évidemment prédéfinis parce qu'on a des critères d'inclusion et d'exclusion bien définis. Alors, on voit tous qu'il y a une très grande rigueur en ce qui concerne cette sélection, parce que, il faut bien tenir de choses, et pour bien tenir de choses, il faut avoir peut-être une fiche d'inclusion des essais. Il faut aussi faire, pas que moi seul, je fais la lecture, mais je veux voir quelqu'un, nous sommes peut-être en équipe, deux personnes font la même lecture et donnent leur synthèse. Et avec cette double lecture, on peut, s'il y a divergence, voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces divergences. Et s'il y a un problème de traduction de documents, un document qui est en chinois, un autre en japonais, en anglais, en français, on doit être en mesure d'avoir un système de traduction qui nous permette d'être fiable et vérifiable.
Et à la fin, il faut avoir un tableau récapitulatif indiquant les études qui ont été incluses et exclues dans l'étude, dans la revue systématique. Alors, une fois que l'étape de sélection a été faite, il faut maintenant passer à l'évaluation de la qualité des études. Pourquoi évaluer? Parce que ça doit être fiable. Fiable, on a dit que ça doit être traçable, que reproductible. Tout le monde doit, quand on voit une revue systématique ou une méta-analyse, on ne doit pas douter. Donc, on doit éviter le plus possible tout ce qui peut être de biais. De biais quand une seule personne lit un document et l'autre lit, on lit différemment. Alors, on doit éviter toutes sortes de biais. Il y a plusieurs types de biais. Je ne veux pas trop y revenir, mais euh, les biais, c'est-à-dire quelque chose euh, qui peut changer ou qui peut altérer, voilà, qui peut altérer la qualité de nos résultats. Donc, il faut éviter tout ce qui est biais et tout cela dépend de comment est-ce qu'on a défini les critères d'évaluation. Alors, il faut aussi avoir des outils d'évaluation de la qualité méthodologique des études. C'est-à-dire, on a déjà nos critères objectifs préétablis, mais aussi on doit continuer, chemin faisant, à faire un checklist. OK, est-ce qu'on a déjà fait ceci? Oui, non, oui, 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 oui. Et avoir des échelles de progression pour savoir où est-ce qu'on va et dans cette évaluation de documents qu'on a pu réunir afin d'arriver à prendre en compte la variabilité de la qualité méthodologique des études. Parce qu'on a plusieurs études venant de gauche et à droite, mais leur variabilité doit être prise en compte. Donc, on revient sur un point très important dans cette démarche systématique, c'est la rigueur. La rigueur dans la sélection, la rigueur dans l'évaluation, c'est un point très important. Après qu'on ait fait cette évaluation, maintenant, on doit faire des extractions de données. C'est la huitième étape. C'est un processus d'obtention des informations qui sont nécessaires. Quelles sont ces informations-là? Nous avons des informations générales, caractéristiques des études, méthodes de collecte utilisées, résultats, commentaires, tout doit être bien extrait. Alors, il nous faut encore une grande rigueur et on doit utiliser pour cela, pour ne pas se perdre, de fiches de collecte d'informations standardisées. Alors, il peut vous arriver que vous êtes invité à travailler dans ce genre d'études systématiques parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une étude qu'une seule personne fait. Parfois, c'est toute une grande équipe. En tant qu'étudiant, en tant que pharmacien, en tant que chercheur, en tant que professionnel, vous êtes dans l'hôpital, dans l'industrie, au laboratoire biologique, où j'en passe. Vous pouvez toujours faire partie de cela. Et vous devrez savoir que vous pouvez contribuer, mais il vous faut suivre toutes ces étapes dont on a parlé depuis le début et toujours se rassurer que c'est vérifiable. Donc, ce n'est pas qu'une seule personne qui fait l'extraction de données, mais deux personnes, trois personnes, quatre personnes, 10 peuvent faire la même extraction et tout concorde. Donc, il y a une concordance de résultats. Alors, une fois qu'on a déjà défini le question, on a déjà commencé à collecter les données, sélectionner, présélectionner ce qu'il faut prendre, extraire des données. Maintenant, on a tout. On a notre fiche qui dit la collecte, on a tout collecté. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut une synthèse qualitative de données. Alors, ayant fait tout ce travail de fond, maintenant, on arrive au point où on doit faire une revue systématique. Alors, quel est, je m'excuse, j'ai un peu mélangé les choses. OK. Qu'est-ce qu'on va faire dans la revue systématique? C'est une description textuelle et présentation tabulaire de données extraites des études sélectionnées. Donc, c'est une description textuelle. On écrit tout ce qu'on a pu avoir et une présentation tabulaire sous forme de table. Il y a telle étude qui a fait ceci, telle étude qui a fait ceci. Et donc, tout ce qu'on a pu avoir, on les rédige. On les rédige sous forme d'un rapport, si on peut le dire, ou d'une revue systématique. Alors, il faut être très attentif à ces points sur quelques caractéristiques
quelle est la population qui a été admise dans l'étude? Cela doit très bien ressortir dans le rapport. Quelles sont les interventions qui ont été étudiées? Interventions comme en santé, on peut dire, euh, par exemple, le traitement, prise en charge de telles maladies, par exemple, COVID-19 ou cancer du sein ou quoi que ce soit. Donc, l'intervention doit être bien définie. On a des indicateurs de résultats aussi qui doivent être là, aussi bien définis. Quels sont les indicateurs qu'on a pris en compte? Quelles sont les méthodes de collecte qui ont été utilisées? Quelle est la qualité méthodologique des études et quels sont les résultats qu'on a pu avoir? Tout cela doit bien apparaître dans la revue systématique. Alors, quel est maintenant l'intérêt d'avoir cette synthèse qualitative? Qualitative, nous sommes d'abord du point de vue qualitatif, où on réunit tout sous forme de texte et de tableau. Alors, ça permet un examen de l'applicabilité des résultats de la revue en tenant compte de caractéristiques et des résultats des études sélectionnées. Applicabilité des résultats de la revue. Est-ce que c'est applicable? Est-ce que tout a été pris en charge? C'est ça. Ça nous aide aussi à faire un examen de la variabilité entre les études. Les études qui ont été faites au Togo, en Guinée, au Cameroun, il y a une certaine hétérogénéité. Mais comment est-ce qu'on peut concilier cette hétérogénéité? Mise en évidence du manque d'informations importantes. S'il y a une information importante qui manque, ces genres d'études systématiques peuvent nous donner déjà une idée qu'est-ce qui manque, où est-ce qu'il y a un gap ou un vide dans la recherche pour qu'on puisse peut-être approfondir ou savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Ça nous aide d'examiner la concordance de résultats. C'est que les gens ont fait dans un pays X ou dans un pays Y, dans une ville X ou dans une ville Y, est-ce qu'il y a concordance de résultats? Donc, ce sont ce genre d'intérêts que nous montre la revue systématique qualitative, bien évidemment, et parfois en présence de différences importantes. S'il y a une différence importante entre deux études, trois études, quatre études, il n'est donc pas raisonnable de réaliser une synthèse quantitative de données. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas concordance de résultats, il y a des différences, des disparités très alarmantes, on ne peut pas maintenant quantifier deux études qui sont différentes. Mais maintenant, dans l'optique où il y a maintenant concordance, tout marche comme il se doit, en plus d'avoir fait une revue systématique, comme on l'a dit, on peut maintenant découler d'une synthèse quantitative de données qui est la méta-analyse maintenant. Alors, par méta-analyse, c'est l'utilisation des techniques statistiques adaptées, permettant une estimation précise de la taille de l'effet d'une intervention. C'est-à-dire, les études sont comparables, oui. Alors, est-ce qu'on peut maintenant utiliser des valeurs statistiques de outils statistiques pour essayer de voir si on peut concilier les études faites à l'endroit A ou dans une région A, B, C, D et jusqu'à Z. Alors, pour cela, il faut certaines préalables ou certaines conditions. Les études doivent être suffisamment similaires, comme on l'a dit, parce que s'il y a différence entre les études, on ne peut pas faire de données quantitatives. Mais s'il y en a, s'il y a similarité, si les résultats sont similaires, on peut concilier le tout en un et avoir euh, de données pardon, des analyses statistiques. Et en plus de cela, si les données sont disponibles et suffisantes, c'est-à-dire qui peuvent nous permettre de faire éviter sont possibles entre les différentes études, quelles techniques de calcul sont appropriées pour notre étude, quel logiciel statistique on peut utiliser qui est approprié, ainsi de suite. Alors, quel est l'intérêt de la méta-analyse? La méta-analyse nous donne, en plus d'avoir une revue qualitative, ça nous donne le gain dans la puissance statistique, dans la recherche de l'effet d'une intervention. Par intervention, c'est-à-dire la thèse, la question que nous sommes en train de traiter, en plus d'avoir tout revu, on peut maintenant y ajouter des chiffres, des statistiques.
Et cela nous permet d'avoir une précision optimale de la taille de l'effet et l'obtention d'une vue globale de la situation en présence de résultats apparemment discordants. On peut voir que chercheur A a conclu comme ça, chercheur B a conclu différemment, mais avec ces analyses statistiques-là, on peut voir s'il y a, on peut concilier de résultats qui sont apparemment discordants et augmenter ainsi la généralisation de résultats. On peut aussi faire de recherches, non seulement en termes de global, mais aussi en sous-groupes de populations qui sont susceptibles de bénéficier ou non de l'intervention. Et par après, alors, on a des chiffres qu'on peut donner à différents décideurs pour qu'ils puissent prendre en compte de cela. Alors, je parlais de la revue systématique qualitative et quantitative. Qualitative, vous savez que c'est un texte, c'est comme un résumé de tous les rapports avec des textes, des tableaux, ainsi de suite, où on a dit étude A a trouvé ceci, étude B. Mais je vous montre juste un exemple pour ceux qui ne le savent pas de qu'est-ce peut être un graphique d'une méta-analyse? Et ici, c'est ce qui a été fait un peu en forêt. Donc, on a l'étude 1 avec certaines données, l'étude 2 avec certaines données, l'étude 3, ainsi de suite. Parfois, vous voyez qu'il y a des disparités. Celui-ci est plus à gauche, celui-ci est plus à droite. Il y a une certaine valeur d'inclusivité. Et on peut dire que ces études sont parfois peut-être différentes, mais avec la méta-analyse, utilisant bien évidemment des logiciels bien spécifiques, on est capable d'avoir un peu, de concilier tous les chiffres et d'avoir un modèle qu'on peut utiliser et aider à comparer les choses. Alors, la plus grande question qu'il y a dans tout ceci, vous voyez que, avec moi que c'est un processus qui est vraiment, vraiment long et demande beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Et il faut à un certain moment faire appel aux experts. Aux experts, par exemple, un statisticien ou un biostatisticien dans le cas des études de santé ou épidémiologiques, qui peut nous aider à faire ceci parce que peut-être nous, en pharmacie, on ne nous a pas trop appris de statistiques, à part qu'en première année dans le cours de maths et statistiques. Mais on a besoin de tout cela et d'où vient la question de toujours collaborer et de chercher des experts dans chaque domaine pour être en mesure de finir toute la thématique. Alors, en plus de cela, on a fini de faire cette revue systématique. J'espère que vous avez compris avec moi d'où l'on vient. Depuis la littérature de manière générale, on est allé dans la overview, où on fait des choses, mais ce n'est pas toujours exhaustif. Mais on va maintenant dans une approche qui est un peu plus exhaustive et bien définie, un protocole très strict qui nous permet de réunir les données qualitatives. Et si les données qualitatives sont suffisamment, ou les données dans la littérature qualitative sont suffisamment bien fournies, on peut passer maintenant à la méta-analyse qui inclut maintenant des outils statistiques pour essayer de concilier de manière chiffrée tout ce qu'on a comme connaissances et permettre aux décideurs de bien les utiliser. Et maintenant vient l'étape suivante, qui est, oups, ouais, qui est la rédaction du rapport ou du manuscrit. Comment maintenant il faut écrire ce rapport? Comment est-ce qu'il faut écrire ces manuscrits? Il y a plusieurs guides pour faire cela. Je pense que vous aurez peut-être, quand vous voulez écrire un journal, je pense que c'est la 5e semaine ou la dernière semaine où on va vous dire comment est-ce qu'il faut écrire un manuscrit ou un rapport selon les optiques du journal, selon tel ou tel journal. Ce n'est pas la question d'aujourd'hui, mais juste pour vous dire que après avoir fait toutes ces études, il faut maintenant rédiger un rapport ou rédiger un manuscrit. Et cela passe d'abord par avoir un titre qu'on a bien évidemment défini avant parce qu'on sait sur quoi on travaille. Je vais proposer quelques titres, je vais vous montrer quelques titres en termes d'exemples. Il y en a plusieurs et vous pouvez en choisir. Et puis, le titre est là, comme on représente un article. Je pense que ça, vous aurez à le faire aussi dans d'autres semaines qui suivent. Vous avez les titres, mais aussi les auteurs. J'insiste sur le point les auteurs parce que ne pensons pas que c'est une étude d'une seule personne. Parfois même, vous allez voir une vingtaine de personnes qui se sont
qui ont consacré leur temps, leur énergie pour produire une revue systématique ou une méta-analyse et ça prend du temps. Alors, tout le monde doit être gratifié ou reconnu, sa contribution doit être reconnue. Donc, il faut toujours inclure tous ceux qui ont participé de manière considérable à l'élaboration de cette revue systématique. Et en plus de cela, il faut avoir un résumé, un abstract. Je pense que vous aurez peut-être à faire aussi une de sessions pareilles pendant les sessions qui vont venir, où il est question de brièvement, en quelques lignes, donner le contexte de la revue systématique ou la méta-analyse, de bien rappeler quelles sont les questions, de définir les méthodes qu'on a pu utiliser ou les énumérer et montrer les résultats qu'on a pu avoir pendant l'analyse et enfin donner la conclusion. Ça, c'est juste pour l'abstract. Alors, l'avantage ici est que si tout a été bien fait depuis toutes ces étapes dont on a parlé, ça sera encore plus facile de faire cette dernière étape. Alors, pour cela, il faut qu'on puisse avoir un texte. Un texte, ça c'était l'abstract ou les résumés. Un texte, c'est le manuscrit proprement dit ou le rapport lui-même. Les rapports, comme vous le savez, je pense que tout le monde le sait, il faut une certaine structure. Entre autres, il faut encore faire une très bonne introduction. Je ne reviens pas sur ce qu'on a parlé. Parler de la question de recherche en soi, quelles sont les méthodes bien strictes, rigoureuses qu'on a pu utiliser, quels sont les résultats de la sélection des études qu'on a pu faire, parce que vous vous rappelez, on a sélectionné les études qui doivent être incluses, alors il faut montrer ces résultats. Et ensuite, quel est le résultat de la synthèse de données? Est-ce une synthèse qualitative? Là, nous sommes en revue systématique. Est-ce une synthèse quantitative de données? On parlait de méta-analyse. Et faire une discussion et formuler des conclusions qu'on peut donner aux différents décideurs pour que nous puissions euh, être en mesure maintenant de publier. Bien évidemment, il faut remercier tout le monde qui a contribué, les fondateurs, le financement, pardon, et ainsi de suite. Déclarer s'il y a conflit d'intérêt pour l'une autre chose et faire des références bibliographiques annexes. En résumé, on a parlé de la revue systématique, on a vu comment est-ce que la méta-analyse peut être incluse à l'intérieur ou pas, ou si besoin de méta-analyse il y a, on doit faire recours à l'extérieur. Mais la méta-analyse va permettre, une fois qu'on a fait une revue de littérature, de combiner les résultats des études scientifiques dans une même analyse, comme si on était en train de réunir le puzzle et à finir par avoir une synthèse de connaissances bien fournie et bien dressée. Alors, ça, c'est le premier point. Et je ne sais pas si on pourra prendre des questions peut-être à la fin. Je ne sais pas si le modérateur le permet. Comme ça, pour question de temps, on continue directement à la deuxième partie et nous allons revenir après. Alors, la deuxième partie serait la recherche qualitative et quantitative. Quelle est la différence? On a parlé de recherche qualitative et quantitative avant, mais d'une manière euh, revue systématique et méta-analyse. Laissons ça de côté et revenons d'abord sur le point de vue recherche générale. Euh, Qu'est-ce que la recherche qualitative? Il s'agit davantage d'opinions. Qualitatives, ce sont des opinions, des réactions. Elles ne sont donc pas numériques. Ce type de connaissance comprend un langage de concepts de base sur la société. Les données sont analysées après leur collecte afin de comprendre pourquoi et comment les gens interprètent les événements sociaux. Ça prend en compte la raison de ces réponses. Les expériences de personnes sont également prises en compte au cours de l'étude. Donc, vous voyez que c'est plus deux opinions. Mais de l'autre côté, on a la recherche qualitative qui implique l'utilisation de chiffres, de nombres, de graphes. L'objet de la recherche quantitative et de tester la relation entre les différentes variables. Les chercheurs utilisent le chiffre, les graphiques pour tester les estampes, ainsi de suite. Elle permet aussi de confirmer ou infirmer une hypothèse générale dans un domaine d'étude ou une société générale, mais avec des chiffres. Alors, vous avez à gauche peut-être de comment est-ce qu'il y a de la recherche quantitative et qualitative.
Ils ont plusieurs origines de données. Les données proviennent souvent de mesures chiffrées quand on est dans la quantitative. Il y a des analyses de comparaison numérique et des déductions statistiques. Les résultats présentés par des analyses statistiques et de corrélation. Euh, de l'autre côté, on a des données provenant d'entretiens, des observations, donc c'est un peu le social. Les données sont analysées à l'aide de codification inductive et déductive. Donc, on voit qu'il y a une certaine subjectivité dans le qualitative, alors qu'il y a une certaine objectivité dans le rationnel. Euh, on l'utilise parfois pour le quantitatif de questionnaires de sondage où on répond avec des questions bien définies ou fermées. On peut faire des sondages téléphoniques, ainsi de suite. Et les autres incluent, quand on est dans le qualitatif, des recherches documentaires, des entretiens, ainsi de suite. Alors, études qualitatives ou quantitatives, laquelle choisir? Tout dépend en fait du but. Quel est le but de votre travail de recherche? Si vous recherchez à avoir plusieurs vérités, à comprendre à travers l'interrogation de plusieurs personnes, vous savez que peut-être vous devrez aller pour la qualitative. Mais si vous recherchez une vérité unique que vous voulez quantifier par des données, là, vous pouvez peut-être aller par l'analyse quantitative ou la recherche quantitative. À travers la réponse de cette question, il est possible de choisir entre une étude quantitative ou qualitative. Vous faudra néanmoins étudier plusieurs facteurs afin de faire le choix avant de vous lancer. Quels sont ces facteurs, par exemple? Je vais aller par quelques exemples. Que cherchez-vous à démontrer? Quel type de titre pourrait vous permettre d'apporter une bonne réponse à votre problématique de départ? Laquelle serait la plus efficace dans l'aboutissement de votre réflexion? Par exemple, si vous voulez savoir comment les individus préfèrent se faire traiter lorsqu'ils sont malades, est-ce qu'ils vont chez les praticiens, automédication, ainsi de suite, une étude qualitative peut être plus appropriée, vous approchez les individus un à un. Mais si vous voulez par exemple savoir quelle fréquence et dans quelle situation les patients se rendent par exemple dans des officines, dans des pharmacies, une approche quantitative est peut-être plus préférable. Vous devrez choisir entre généralité et détail. Si vous souhaitez faire de comparaisons standardisées, quantitatives ou étudier un phénomène particulier, c'est-à-dire qualitativement. Pour un mémoire sur le nouveau comportement alimentaire, par exemple, vous pouvez faire le choix de réaliser une étude qualitative sur le véganisme de gens qui sont végétariens, par exemple. Et là, ça vous demande un phénomène particulier, approcher chacun particulièrement. Mais vous pouvez aussi comparer statistiquement les différentes études ou les différentes habitudes alimentaires avec une étude quantitative. Et là, vous savez quelle option prendre. Vous voulez faire des faits de recherche sur publications et études existantes. Ouais, c'est une possibilité. Comment les autres chercheurs ont-ils traité votre sujet? Cela peut vous aider peut-être à savoir si mon sujet particulièrement nécessite une approche qualitative ou quantitative. Là, vous devrez analyser si les autres étudiants, chercheurs ayant travaillé sur le même sujet ont préféré l'étude quantitative à qualitative pour bien mener vos recherches. Alors, vous pouvez aussi analyser les considérations pratiques. Avez-vous eu le temps, l'argent, la disponibilité pour mettre en place votre étude? Présent. Laquelle va coûter plus cher, laquelle va coûter moins cher? Quelles sont les personnes à interroger? Sont-elles plus disponibles? Alors, tous ces genres de questions, il y en a plusieurs qui peuvent vous aider à savoir si vous pouvez aller pour une qualitative ou une quantitative. Alors, vous aurez les slides, je ne veux pas revenir sur tout. Ce sont juste des exemples qui peuvent vous guider dans tout ce qu'il y a comme qualitative et quantitative. Mais en résumé, qu'est-ce on peut garder de l'analyse de recherche quantitative et de recherche qualitative? Dans le qualitatif, le but est de décrire, de comprendre en profondeur de problèmes et de besoins. Donc, on se pose souvent la question pourquoi, comment. C'est la question qui se pose, c'est le pourquoi. Tandis que dans le quantitatif, on essaie de quantifier, de confirmer ou de tester de manière chiffrée toutes les théories ou les suppositions. Là, on se pose aux questions combien, quoi, on a besoin de chiffres. Alors,
on se s'appuie sur des statistiques, donc parce qu'on a besoin de chiffres, tandis que pour la qualitative, on s'appuie sur des mots, des expressions, de subjectivité d'un individu à un autre. Et dans ce cas-là, quand on s'appuie sur de subjectivité, les questions sont ouvertes, tandis que de l'autre côté, les questions sont fermées. Alors, les résultats sont exprimés en termes de mots, de verbes, de textes pour le qualitatif, tandis que pour le quantitatif, recherche quantitative, ce sont de graphiques, de pourcentages, de tableaux, ainsi de suite. Et souvent, en termes de nombre, si vous avez une petite population de 10 personnes, 9, 3, et bien évidemment, on ne pouvait pas faire une quantitative, mais une qualitative. Et plus on a un grand nombre, mieux c'est placé pour qualitative, la quantitative, pardon. Alors, c'est un peu ça, en gros, c'est on pourrait dire de qualitative, recherche qualitative et quantitative. Mais si vous voyez bien ce graphe que je peux faire ici, ça montre que ce ne sont pas des études qui sont totalement indépendantes et que ça peut être concilié. Donc, à un certain moment, le qualitatif peut être une base nécessaire pour nous permettre maintenant de lancer le quantitatif, ou les recherches quantitatives peuvent aussi nous rappeler peut-être à rentrer dans les qualitatives pour mieux comprendre des choses. Donc, c'est un peu comme un circuit qui peut se faire, et c'est à vous, en tant que chercheur, en termes de thématiques, en termes de disponibilité de données, qui peuvent décider qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça, c'est que je préparais pour la deuxième thématique qui était la recherche qualitative et quantitative. Et puis, je m'en vais maintenant pour la troisième qui est rédiger son premier manuscrit. J'ai déjà trop parlé, je pense, pour presque plus de 45 minutes ou 50 minutes maintenant. Là, je veux que vous puissiez m'aider à intervenir un peu sur ce point. Rédiger son premier manuscrit. Quels sont les sentiments que vous ressentez quand on vous demande de rédiger son premier manuscrit? Bien évidemment, il y a des gens qui ont déjà rédigé le manuscrit, mais qui peuvent se rappeler de comment est-ce qu'ils sont sentis. Alors, en petit, soit en tapant, vous pouvez écrire dans les chats quelles sont les questions qui vous travaillent, quelles sont les questions qui vous tiennent à cœur ou qui vous font peur, qui vous angoissent, qu'est-ce que vous voulez savoir sur rédiger son premier manuscrit. Euh, Si, par exemple, vous ne savez pas où commencer, par exemple, on ne sait pas où commencer, on a peur de faire ceci, voilà, par où commencer déjà? Quelqu'un me prend ce que j'ai dit. Comment on va s'y prendre? Voilà. Par où je commence? Très bien. C'est ça. Ouais, j'ai encore besoin de plus ça parce que là, on va plus échanger avec vous. C'est tout? Comment structurer? Problématique. Par où commencer? Voilà. Ah, par où commencer, c'est toujours la grande question. Tout le monde revient. Ok, ça va vite. Comment procéder? Syndrome de la page blanche. Waouh. Ouais, voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont là. Par où commencer? Comment procéder? Par où chercher les informations? Ça, c'est très bon. Dans quelle direction aller? Comment y arriver? Comment présenter mes résultats? Les débuts. Ok, quelle structure donner? Aïe, aïe, aïe. Choisir le thème. Voilà. En quelle langue? Ouais, très bien. Problématique. Quel plan utiliser? Quel sera mon plan? Voilà. Problématique encore. Méthodologie. Ouais. C'est comment être précis. Comment savoir le modèle? Quelles sont les informations les plus pertinentes? Ouais, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup pour vos réactions. Et ça rejoint un peu c'est que j'ai eu comme difficulté en arrivant à ce point-ci. Comment choisir les données qu'on aura à utiliser, c'est-à-dire comment bien sélectionner. Très bien. Où trouverai-je la littérature? Tout ça. Alors, c'est la grande difficulté, comment citer, oui, que j'ai eu aussi quand je suis arrivé à ce point. Je me suis dit, serait-ce important de dire à tout le monde, A, B, C, D, voici la procédure, il faut faire ça, 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 pour écrire son premier manuscrit. Je me suis rappelé de moi-même quand j'étais à ce niveau-là et je dis que ça ne marche pas comme ça. Mais une chose que j'ai retenue sur ce point ici, c'est qu'il faut se poser toutes ces questions qu'on vient d'écrire dans les chats. J'ai repris certaines parmi elles et on pourra essayer de les décortiquer ensemble ou d'essayer de donner pas de réponse en soi parce que je ne serai pas, c'est très prétentieux de dire que je pourrais être en mesure de donner une réponse exacte à comment, par exemple, commencer, comment structurer la revue de la littérature, comment écrire dans quelle langue et tout cela.
Mais ensemble, on pourra essayer de se compléter et de répondre à ces genres de questions. Parce que une chose est claire et que tous nous sommes euh, de débutants dans ce domaine et tout le monde a un début. Même un chercheur chevronné, quand il doit commencer un nouveau projet, il passe par la même étape de questions. Par où commencer, par où, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut inclure, qu'est-ce qu'il faut exclure, quel titre, tout ça, on fait ça. Mais l'important, comme je l'ai dit, c'est écrire toutes ces questions, écrire toutes ces inquiétudes. Quand on les laisse dans la tête, quelqu'un dit la théorie des pages blanches, ouais, c'est ça. Quand on laisse le papier blanc et qu'on laisse tout dans la tête, c'est un flou dans la tête et si le papier reste blanc et ça nous donne une peur, la phobie. Alors, mettons toutes ces questions-là sur papier et les ayant mis sur papier, on peut maintenant être à mesure d'y répondre. Alors, dans ce sens-là, on va maintenant, j'ai pris juste quelques questions au par hasard et bizarrement, ça retombe sur ce que euh, vous allez dire sur quoi écrire. C'est peut-être une première question qu'on se pose. Qu'est-ce que je vais écrire pour... D'ailleurs, je ne suis qu'un étudiant. D'ailleurs, je ne connais rien. Alors, soyez sûr qu'il y a toujours de quoi écrire et vous pouvez toujours développer n'importe quelle thématique. Est-ce que je serai en mesure, ça c'est en mesure d'écrire, ou sur quoi écrire? Euh, Peu importe votre domaine, peu importe ce que vous faites, si vous avez l'intention d'écrire, choisissez n'importe quel sujet. Je vous dis par un titre d'exemple, j'ai déjà écrit un sujet, un article qui était à caractère purement social. Je me demandais comment est-ce que je devais le faire. Moi, je suis un pharmacien, étudiant en pharmacie. À l'époque, j'étais étudiant en pharmacie. Mais on m'a donné une offre, une opportunité était là et je devrais écrire. Selon l'opportunité, choisissez un sujet, peu importe qui vous passionne ou parfois on peut vous demander de sortir de votre zone de confort. Les Anglais disent ça to think out of the box. Donc sortir de votre zone de confort et écrire sur n'importe quoi. Si vous rappelez de ce dont on a parlé de, des étapes de la revue systématique. Toutes ces étapes-là, si vous les définissez bien avant, vous commencez à les suivre bien avant, définir quel est le sujet. OK, sur quoi écrire? Tu te poses la question et tu trouves la réponse toi-même. Tu peux maintenant développer et voir si tu peux le faire. Euh, Puis-je écrire un manuscrit sans données de terrain ou de laboratoire? On est de pharmacien, on s'est dit, ah, je n'ai pas de données cliniques, je n'ai pas de données de laboratoire. Comment est-ce que je veux écrire un manuscrit? Soyez-en sûrs que on vient de parler de la revue de la littérature. Même en faisant une revue de la littérature, vous êtes capable de vous choisir un sujet spécifique et d'écrire. Et vous vous rappelez qu'en faisant une revue systématique ou une revue générale, vous pouvez au moins identifier où se trouve le gap, où se trouve le manque d'information et se choisir maintenant un sujet que vous voulez commencer. Donc, en revoyant la littérature, en ordonnant cette littérature, vous pouvez même écrire sur un sujet de manière qualitative, bien évidemment, sans de données, ou une recherche qualitative, par exemple, pour avoir de données et écrire. Donc, il n'y a pas vraiment euh, d'objection à dire que je n'ai pas de données de laboratoire, donc je ne peux pas écrire. On peut toujours écrire et cela est possible. Quel type de recherche aborder? Ouais, il y en a plusieurs. Mais une chose est claire, c'est question d'opportunité. Quel est votre domaine de passion? Vous êtes passionné par quoi? Qu'est-ce qui vous passionne? Pas seulement qu'est-ce qui vous passionne, qui peut vous tenir la main pour vous aider à faire cela? Là vient la question de mentor. Là vient la personne des gens qui sont éclairés, qui peuvent vous montrer le chemin. Alors, quel type de sujet aborder? Il faut faire quelque chose dans vos limites. Vous ne pouvez pas être un étudiant en pharmacie et puis n'avoir aucune notion sur l'aérospatiale et aller dire que vous allez attaquer les Martiens. Bien évidemment, si vous prenez le temps d'écrire, de vous renseigner sur l'aérospatiale ou l'aéronautique, et ainsi de suite, vous pouvez être en mesure d'écrire cela, mais il faut voir quelles sont les ressources qu'on a entre nos mains. Alors, puis-je écrire seul mon manuscrit?
Ça, c'est la grande question. Parce qu'on pense toujours on peut faire des choses seul. Quand je fais des choses seul, c'est moi l'inventeur, c'est moi le pharmacien qui ai trouvé ceci, c'est moi le chercheur qui ai fait ceci. C'est le grand piège qu'on a souvent. On pense trop souvent que je dois être moi, c'est mon étude. Mais non, il faut collaborer. Et j'ai toujours dit ça, l'unité, c'est une force. Quand vous travaillez en équipe, vous voyez souvent quand on vous donne, si on vous donne un examen individuel, un examen en groupe, ça va mieux, hein. Il y a moins de pression, il y a moins de peur et les idées peuvent passer et on se complète à gauche, à droite. Et c'est ça, pour écrire son manuscrit, on n'écrit jamais un manuscrit seul. Il faut collaborer. Il faut collaborer avec des collègues qui peuvent vous aider à trouver de bonnes questions, de bonnes réponses, de bonnes documentations, vous aider à faire des analyses et ainsi de cela, de suite, pour avoir de données. Il faut collaborer avec des experts. Moi, je suis peut-être un pharmacien qui est plus clinicien, mais j'ai besoin d'un galénicien, par exemple, pour m'aider à trouver telle solution. Collaborer, aller chercher ce professeur-là, ce vieux professeur-là, même s'il est grincheux, il est toujours fâché contre vous, tout le monde. Quand vous lui amenez une collaboration gagnant-gagnant, il va sourire. Il va même vous offrir une bière s'il le faut ou un café si vous ne buvez pas. Donc, c'est un peu ça, la collaboration vous ouvre des opportunités, vous ouvre euh, euh, de possibilités de collaborer et d'apprendre et chercher des mentors. Qui peut m'aider à rédiger un bon manuscrit? Tout le monde peut t'aider, chercher des collègues, chercher des mentors et tout cela. Je vais aller rapidement parce que le temps passe et puis vous donner la parole ou vous pouvez déjà, si vous avez des idées, compléter dans les chats déjà ce qui peut être là et puis on va donner la parole à certaines personnes qui pourront intervenir. Dans quelle langue devrais-je écrire mon manuscrit? Japonais, chinois, français, anglais, je ne sais pas, Zulu, Kosa, Teke ou je ne sais pas quelle langue. euh, Ouais, c'est toujours la grande question. Mais mes chers amis, une chose est claire et très importante. Nous tous, on doit faire cet effort-là parce que la langue internationale de la science, c'est maintenant l'anglais. Plus vous écrivez en anglais, plus vous serez lu. Vous voyez, même quand on doit chercher des littératures, presque la majorité de choses, d'informations sont en anglais. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est simple parce qu'il y a des outils de traduction qui nous permettent d'aller d'une langue à une autre. Mais avoir un minimum, c'est quelque chose. Mais même si vous n'avez pas le minimum, ne vous en faites pas. Vous êtes un francophone, ne savez même pas écrire un mot en japonais. On peut collaborer avec un japonais. C'est ça encore, avec qui collaborer, avec qui travailler. On peut collaborer avec quelqu'un qui va nous donner un expert, par exemple, un anglophone qui va nous aider à écrire, à rédiger, à gommer toutes nos fautes en anglais et le mettre de façon représentable. Alors, c'est important de savoir que aujourd'hui, la langue ne doit plus être euh, une barrière. Et n'étant plus une barrière, on doit plutôt faire un effort, nous francophones surtout, à connaître aussi l'anglais et vice-versa, et être aussi capable de collaborer avec des anglophones qui, une fois, vous savez, nous sommes dans l'IPSF Afro, on sait qu'il y a par exemple le Nigérian ou le Kenyan qui sont forts en anglais. Si j'ai une collaboration et je veux une touche anglophone, on peut leur demander. Si on veut une touche swahiliphone, on peut aussi demander ainsi de suite. C'est très important, la collaboration est la maître de toutes choses. Comment transformer mon mémoire, mon travail de fin de cycle en manuscrit? Ah, ça aussi, c'est une autre question. Parce qu'on s'est dit, ah, est-ce que ce que j'ai écrit, c'est vraiment pertinent, c'est vraiment suffisant? Je vous assure que c'est un effort que tout le monde devrait faire, de voir dans quelle optique, du moins si vous voulez rester dans la recherche ou et développer cela. Tout ce qu'on fait comme travail de mémoire, de fin de cycle, de recherche, parfois même nos travaux pratiques peuvent être compilés de manière succincte, de manière concise en de travaux de recherche et être publiables. Donc, n'hésitez surtout pas quand vous avez une idée pareille. Parlez à votre superviseur, parlez à un mentor, parlez à un collègue. En vous mettant ensemble, ça va vous aider et en mettant ces questions sur papier, en vous mettant ensemble, ça va nous aider à gommer toute ce peur et à affronter le question. Alors enfin, comment structurer le manuscrit?
Voilà, je ne veux pas trop parler et je vais revenir sur comment sur les manuscrits après. Euh, Combien de temps ça peut prendre pour publier mon premier manuscrit? Euh, Publier mon premier manuscrit, vous savez, derrière chaque publication, il y a toute une histoire. C'est seulement les personnes qui ont déjà publié qui savent comment c'est stressant, ça prend du temps et il faut être patient. Pour certains, ça peut leur prendre 2 mois, 3 mois. Pour d'autres, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de publier un manuscrit. Donc, le temps n'est pas un problème pour la science. Autant qu'on met les choses à jour, on peut toujours publier. Et si vous avez un rêve de publier, gardez ce rêve. Gardez-le et chérissez-le. Vous pouvez toujours publier. Alors, je donne la parole à 2 ou 3 personnes qui aimeraient intervenir ou vous pouvez lever la main si le modérateur le permet et puis intervenir sur un ajout ou une question pertinente qui serait restée en termes d'écrire son premier manuscrit ou je peux peut-être vous donner des orientations ou quelqu'un dans l'assemblée peut nous donner des orientations parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas l'exclusivité de ça et j'ai eu même peur de faire de diapositives pour résumer cela parce que je pense que les questions sont plus parlantes que de soi-disant réponses que je peux proposer. Y aurait-il un ajout de quelqu'un qui a une certaine expérience à partager? Vous pouvez écrire aussi dans les chats si vous voulez, hein. Je ne vois pas demain, je ne sais pas si le modérateur envoie. Ok, Je si ce n'est pas vois. le cas, Ok, il y a une main. il y a une main. Ok. C'est qui? Je ne vois pas. Ah, c'est Justin. Oui, Justin, hein. C'est lui le même le modérateur, je pense. Ou, Oui, merci beaucoup, Pharmacien. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, j'ai pas d'ajout. Juste une petite question. Je voudrais savoir, dans quelle situation, euh, pratiquement, en tant que pharmacien d'industrie, vous pouvez mener une étude qualitative et quantitative à la fois? Merci, c'est ma question. donc, dans quelle situation, en tant que pharmacien d'industrie, par exemple, vous pouvez mener une étude qualitative et quantitative à la fois? C'est ça la question. Ouais, si j'ai bien compris, je pense que oui. Alors, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez, par exemple, mettez-vous sur la place d'un pharmacien d'industrie. euh, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'entend vraiment rien. Je ne sais pas si c'est tout le monde ou quoi. C'est tout le monde qui n'entend rien ou c'est seulement Techno BF7? On vous attend en pharmacie. Apparemment, il y a peut-être un problème de connexion ou quelque chose du genre. Ok, ça va, donc c'est celui-même, merci. Alors, il y a plusieurs possibilités de faire à la fois une étude qualitative et quantitative, mais il faut éviter le piège de trop embrasser, hein, et puis se perdre. C'est-à-dire, si vous voulez combiner en même temps une étude qualitative et quantitative, oui, c'est possible. Vous allez par exemple dans une industrie produit une gamme de produits, par exemple. Vous posez la question, OK, on veut savoir quel est le produit, si le produit de l'industrie X sont plus vendus, plus consommés dans une région spécifique. Alors, vous allez aller de manière aléatoire, choisir 2 ou 3 hôpitaux ou firmes et leur poser des questions par rapport à ça, c'est-à-dire une interview sur l'écoulement, la consommation de produits, pourquoi ils ne veulent pas consommer de produits de telle firme. Ça, c'est d'abord une question. Vous faites une interview orale avec la personne et ensuite, après cela, vous rentrez dans l'industrie en soi. Vous avez eu de réponses subjectives sur la consommation de produits de telle industrie X, par exemple. Maintenant, dans votre industrie, maintenant, dans l'industrie où vous voulez faire de recherche, vous y allez. Vous faites maintenant une approche quantitative, par exemple. Vous dites, par exemple, OK, on va savoir quels sont les points de distribution de tel médicament dans la ville. Et là, vous aurez par exemple, dans la qualitative, juste un exemple, si vous a été dit que on ne voit pas
de produits de telles firmes, eux, ne sont pas vraiment présents, et que dans la qualitative, où vous allez maintenant dans l'industrie, où vous revoyez la chaîne de distribution de médicaments de l'industrie, vous pouvez savoir dans quelle région ces médicaments-là arrivent, si oui ou non ça arrive dans ces régions-là. Et d'un côté, vous avez de données qui sont verbales, subjectives, mais d'autre côté, de données qui sont traçables, quantifiables, et que vous pouvez repérer, dire par exemple, il n'y a pas eu de rupture dans telle zone et telle autre. Il y a plusieurs exemples, on peut toujours en discuter. Et si vous êtes intéressé de faire ce genre de recherche en industrie, comme j'ai une petite connaissance en industrie, on peut toujours en discuter et voir comment s'inscrire dans ce cadre-là. Je vois une question. Ok, je ne suis pas professeur d'abord, merci. J'aimerais bien l'être, mais ça viendra peut-être. Qu'est-ce qu'un chercheur ça c'est Fernand Chibangu qui demande, qu'est-ce qu'un chercheur peut gagner après avoir publié? Gain dans l'essence de rémunération d'argent ou trophée? Ah, ça c'est une bonne question, hein. Ça c'est une bonne question. Je vous dis une chose, malheureusement, quand on publie, on ne gagne pas d'argent, mais on paye plutôt d'argent. Dans la plupart des revues scientifiques d'aujourd'hui, de grand renommée, pour publier, il faut d'abord payer. Donc, c'est-à-dire que c'est les chercheurs qui payent pour que son travail soit publié. Et ça coûte. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça va parfois dans les 2000 dollars américains ou 2000 € pour que vous puissiez être en mesure de publier. Mais ça, c'est juste ce que vous donnez pour publier et tout cela. C'est vrai, il y a parfois de journaux ouverts où vous pouvez publier, comment on appelle ça, open access, où vous pouvez publier sans avoir euh, payé. Ça existe, mais dans notre journée, il faut payer ou avoir de collaborations que souvent, la plupart des pays africains n'ont pas avec de journaux. Mais ce que vous gagnez en termes de rémunération, ce n'est pas l'argent. C'est plutôt la reconnaissance scientifique dans le domaine. C'est aussi peut-être des trophées que vous pouvez avoir si votre recherche est vraiment de qualité, elle a été autant citée, autant primée. Vous pouvez avoir de trophées, par exemple, de recognition scientifique. Même tout ce que vous voyez comme de prix Nobel, ce sont de choses qu'ils ont publiées il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui ont fait leur chemin, les gens ont exploité cela, ils ont trouvé ça, et à la fin, vous avez votre prix Nobel. Et le prix Nobel vient avec l'argent. Donc, c'est d'abord un investissement que vous faites. J'espère que j'ai répondu à la question de Ferdinand. C'est Moses Sabeka. Comment vérifier la fiabilité des données sur une étude et comment les trier pour la synthèse? Je pense que vous faites référence là à, à la fiabilité dont on parlait dans la revue systématique. Euh, Au fait, comment vérifier la fiabilité de données sur une étude? Vous savez que la plupart des fois, dans nos données, comme on fait la pharmacie, on sait qu'il y a un protocole. Et quand vous publiez des choses, on vous demande de mettre toujours un protocole. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme critère d'inclusivité, d'exclusivité? Et chaque lecteur qui lit peut être en mesure de reproduire ce que vous avez fait. Alors, d'emblée, c'est vraiment difficile quand vous voyez un journal, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais parfois, il y a des gens qui ont, des experts qui ont un œil aguerri, qui peuvent bien lire des choses et identifier s'il y a fiabilité ou non. Ça saute parfois aux yeux, hein, et vous pouvez savoir si oui ou non il y a fiabilité dans l'étude. Et la partie méthodologique est vraiment importante pour cela. Euh, et comment les trier pour la synthèse? Comment les trier? Bien évidemment, comme je l'ai dit, il faut avoir un checklist, dire, OK, il y a certains critères d'inclusion et d'exclusion. Si par exemple une étude a présenté des données, mais n'a pas dit comment ces données ont été trouvées, déjà ça saute aux yeux. Saute aux yeux de dire, il y a peut-être un problème ici. Mais là, c'est bien de poser cette question. Il faut maintenant comment trier pour la synthèse. Il faut savoir qu'on a parlé de la revue systématique qui doit être exhaustive. Si les auteurs de cette publication n'ont pas donné autant de preuves pour dire que c'est fiable ou pas, vous, en tant que chercheur, vous avez
la possibilité ou l'option de contacter les auteurs. Et les auteurs, en publiant, ils sont rédevables envers tout le monde et ils doivent répondre à toute personne qui veut savoir plus. Vous pouvez toujours contacter les auteurs et leur demander d'amples informations pour savoir si c'est fiable ou pas. Et s'ils remplissent vos critères, vous incluez ça dans la synthèse. S'ils ne remplissent pas de vos critères, vous avez carrément l'option de l'exclure parce que c'est objectif, c'est que vous êtes en train de faire comme démarche. OK? Bon, je pense que le temps est presque terminé, mais je devais juste rapidement, OK, docteur, comment reproduire le résultat du laboratoire sur papier? OK. Au fait, le résultat du laboratoire sur papier, comment le reproduire? Je pense que si je comprends bien ce que Bienfait-Ntil veut dire, c'est vous avez vos résultats du laboratoire, comment est-ce que vous devrez les mettre sur papier pour écrire votre manuscrit? Alors, le résultat du laboratoire doivent être, je suppose que ça sera de données peut-être quantitatives et parfois même des observations visuelles. Vous devrez chercher une façon un peu plus scientifique de le présenter. Si, par exemple, vous étiez en train de mesurer, je prends un exemple très banal et simple, titration de l'acide ascorbique ou la vitamine C dans de jus de fruits, vous pouvez avoir de valeurs pH, l'indicateur de coloris a changé à tel pH. Vous mettez une courbe, par exemple, ou un graphe, ou un tableau. Donc, tout résultat de laboratoire doit être présenté sous forme de tableau, de graphe, ainsi de suite, pour bien le présenter. Et aussi, ils doivent être commentés parfois. Ils peuvent aussi être présentés de manière verbale. Nous avons trouvé un rendement de 80%, par exemple, ainsi de suite. Et si vous avez des inquiétudes dans ce sens-là, parlez à vos collègues qui peuvent vous aider, parlez à vos mentors qui peuvent vous montrer comment le faire de manière un peu plus scientifique, ça peut aider. Est-ce que vous avez besoin de la permission des auteurs pour utiliser leur papier? Voilà, ça c'est une bonne question. Utiliser leur papier, je pense que merci Saïd pour la question. Ça sera une question qui sera abordée, je pense, dans la semaine 4 où on parlera de plagiat et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de la permission des auteurs pour utiliser les données qui sont dans leur papier, mais vous avez le devoir de les citer et de les citer comme il se doit, sans montrer que c'est vous, montrer clairement que vous citez tel auteur. Et je pense que la quatrième semaine, si je ne me trompe pas, va vous parler un peu plus de comment citer des auteurs, comment prendre des informations des auteurs. Et aussi, ta question est vraiment très pertinente parce que parfois, quand on fait des revues systématiques, avant d'inclure certaines données ou certains graphes, ou certains graphiques ou certains tableaux, certains journaux vous demandent de demander l'accord de l'auteur. Si vous voulez copier un schéma ou un graphique d'un autre auteur, vous devrez contacter l'auteur et lui demander l'autorisation et bien signifier qu'il vous a donné l'autorisation ou pas. Mais ça, ce sont des cas un peu spécifiques, mais oui, vous avez la possibilité d'exploiter un papier sans sa permission et vous devez citer la personne, éviter le plagiat et dans le cas échéant, si vous voulez utiliser textuellement ce que lui, il a mis, vous devrez demander la question à l'auteur. Nzanzu, est-ce que toutes ces recherches nécessitent une hypothèse? Ah, bien évidemment, oui. Oui, oui. Hypothèse, c'est-à-dire c'est une question de recherche. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Hypothèse, vous pouvez la définir différemment, dépendamment que c'est qualitatif ou quantitatif. Mais quand on parle de recherche, il faut avoir un objectif, une question de recherche, c'est ce qu'on appelle hypothèse, parce que sans question de recherche, on ne répond à rien. Comment savoir si le projet de recherche est original? Ça, c'est Amat qui demande cela. Bien évidemment, merci Amat. Je réponds rapidement dans le slide qui suit sur la question d'Amat. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je m'excuse, le temps aussi passe on doit finir. Alors, rapidement, je vais revenir à la question d'Amat dans les slides qui vont suivre. Mais pour la rédaction d'un manuscrit, comme on parlait de manuscrit, suivre ce dont on a parlé pour, pour la rédaction d'une revue systématique, le même schéma
reste d'actualité. Vous pouvez aussi utiliser, même si c'est trop rigoureux, mais utiliser les mêmes étapes. Vous pouvez arriver à avoir tout le contenu nécessaire pour écrire votre revue de littérature. Alors, la matière est abondante, mais comment savoir si le projet de recherche est original et compétitif, si notre proposition de recherche est compétitive? C'est vraiment une très grande question et on est malheureusement buté à ces problèmes-là dans le monde aujourd'hui. On doit toujours chercher à faire mieux, à trouver de bons sujets de recherche qui peuvent nous permettre non seulement de finir nos études, si ce sont des sujets de mémoire, non seulement de les publier dans de bons journaux, non seulement à garder le trophée comme on l'a posé ici comme gain, c'est important. Alors, je veux rapidement aller par ces 6 points. Euh, L'introduction, on doit définir nos centres d'intérêt et nos domaines de compétences, rechercher des sujets, identifier des sujets les plus pertinents, considérer les facteurs pratiques et discuter les idées. Il faut qu'on puisse avoir une petite introduction du travail. Une présentation claire et concise du contexte, des objectifs, de la méthodologie de recherche. Donc, c'est encore la question. Est-ce qu'il faut une hypothèse? Oui. Tout cela, c'est important pour donner une vie d'ensemble aux chercheurs. Quand vous écrivez une proposition de recherche, cette introduction est importante parce que le lecteur doit être convaincu par ce que vous montrez, ce que vous voulez donner comme projet. Alors, il faut contextualiser les choses. Donner quel est le contexte dans lequel nous sommes en train de travailler, les idées, le problème, les questions, comme on l'a dit, de recherche auxquelles on doit répondre. Il faut toujours avoir ces questions. Quels sont les objectifs que nous nous fixons? Pour le réaliser et quelles sont les questions ou les hypothèses qu'on veut tester ou résoudre et ensuite comment est-ce qu'on doit les résoudre. Est-ce on doit maintenant détailler les étapes, qu'est-ce qu'on va utiliser comme méthode, ainsi de suite, si ça sera laboratoire, si ça sera qualitative ou quantitative, ainsi de suite. L'introduction doit être une présentation claire et concise du contexte. Ouais, j'ai déjà parlé de ça. Alors, vous devrez aussi définir vos centres d'intérêt et vos domaines de compétences. Je m'excuse, je vais un peu plus rapidement parce que le temps nous presse. Je dois finir dans les 5 minutes qui suivent. Euh, donc, définir ce centre d'intérêt, c'est encore très important parce que vous devrez savoir qu'est-ce qui me passionne, quels sont mes hobbies, quelles sont mes forces et identifier vos compétences professionnelles. Je suis un pharmacien, je ne suis pas un maçon. Je ne peux pas faire quelque chose sur le maçonnerie, mais sur la galénique, sur la chimie pharmaceutique, sur la pharmacologie, je peux. Je me sens à l'aise sur ça. Vous devez réfléchir sur le domaine ou le sujet qui ont suscité votre curiosité. Donc, c'est vous-même qui êtes impliqué d'abord. Euh, En plus, faire une analyse sur le problème socio-économique et tout cela. Donc, vous définissez votre domaine. Ensuite, vous y recherchez des idées du sujet. Aurez le temps à voir le slide et lire les diapositives et les lire, mais vous devrez utiliser des moteurs de recherche. Vous aurez peut-être une session où vous allez utiliser les moteurs de recherche. C'est vraiment très important pour être en mesure d'écrire un sujet de recherche qui est vraiment convaincant. Constituer les bases de données scientifiques, ainsi de suite. Je ne reviens pas trop sur ça. Vous devrez lire les revues scientifiques, le journaux dans votre domaine, savoir identifier où se trouve le problème. Vous devrez aussi peut-être participer à des conférences, à des séminaires, à des ateliers comme celui-ci de l'IPCF, à des compétitions comme l'IPCF le fait. Ça aide à ouvrir, à savoir quel domaine je peux m'intéresser. Devez aussi avoir la souplesse de discuter avec vos mentors. Les mentors, ce sont des aînés, de gens qui ont déjà fait le trajet, de professeurs, de collègues, ainsi de suite, pour obtenir des propositions de sujets. Parce que quand on réfléchit seul, on est limité, mais en collaborant, on a plus d'options. Alors, on doit aussi identifier le sujet pertinent, comme je l'ai dit, le besoin de la communauté, étudier les tendances actuelles, vérifier où sont les lacunes dans la littérature, évaluer la faisabilité, considérer les aspects éthiques, des religions, de langue, de tout ce qui va avec, aspect éthique aussi en termes de animaux et tout ça. C'est vraiment très important. Et aussi considérer les facteurs pratiques. Est-ce que nous avons des ressources disponibles pour faire cela? Parce que quand vous écrivez un projet de recherche, il faut qu'elle soit réalisable et que vous puissiez aller jusqu'à la fin. Le temps disponible, avez-vous suffisamment de temps pour mener à bien la recherche ou rédiger votre rapport ou une thèse? C'est vraiment très important pour
prendre en considération avant de proposer. Et il y a aussi l'impact potentiel. Ce que je veux faire, quelle sera la valeur ajoutée dans notre étude? Qu'est-ce qui sera l'impact social que ça peut générer? Et puis, la dernière étape, c'est toujours de discuter de vos idées avec de collègues et de mentors pour obtenir de commentaires et de suggestions. C'est toujours important de se faire guider et je pense que c'est l'une des missions de ce projet de recherche, que vous puissiez grandir d'abord en vous-même, avoir le nécessaire, et puis chercher à la deuxième étape comment avoir un mentorat, quelqu'un qui peut vous guider, et non seulement vous seul, mais avec des collègues, nous tous ensemble, on peut faire quelque chose dans ce sens-là pour qu'on apprenne des autres, qu'on agrandisse le réseau de contacts ou le network, et puis qu'on puisse aussi avoir de critiques constructives. C'est très important parce que on pense toujours que quand on fait un travail, on a peur d'être critiqué. Mais les critiques sont plutôt constructives souvent parce qu'on peut vous dire que vous êtes dans la mauvaise voie et vous devrez faire ça et ça pour améliorer. Ne le prenons pas personnellement, mais c'est une étape nécessaire et ça nous aide à grandir. En conclusion, choisir un sujet de recherche peut être un défi, on le sait. Et surtout si on veut qu'il soit compétitif, si on veut qu'il puisse amener un plus. Mais il existe des étapes que vous pouvez suivre pour vous aider à sélectionner un sujet pertinent, réalisable et à un impact significatif. Il est important de vérifier vos centres d'intérêt et vos domaines de compétences, des recherches des idées de sujets et d'identifier le sujet le plus pertinent et de considérer les facteurs pratiques. C'est toujours important de discuter des idées avec le collègue, avec les mentors, avec qui que ce soit, même quelqu'un qui n'est pas du domaine, il peut peut-être vous dire que là, on comprend pas bien ce que vous voulez faire. Expliquer davantage. C'est très important. En suivant toutes ces étapes, bien évidemment, ça ne garantit pas que vous allez toujours avoir le meilleur sujet, mais vous devrez être en mesure au moins de savoir dans quel chemin vous voulez aller et avoir des propositions de recherche solides qui peuvent vous permettre à bien mener votre recherche. Alors, je pense que pour question de temps, je ne veux plus, je vais rapidement parler de mon parcours, bien évidemment, et puis si la modération le permet, on prend une ou deux questions de fin, et puis bon, je suis partant pour rester autant que vous voulez, hein, mais on doit finir, je pense, n'est-ce pas? Alors, en termes de parcours, mon parcours professionnel, juste comme c'était déjà dit avant, je l'ai mis un peu pour vous montrer un peu d'où l'on vient, où est-ce que peut-être qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Je finis en pharmacie à l'université officielle de Bukavu, donc je suis pharmacien de formation. Et avant de finir, j'avais ma première publication que j'ai faite. Je vous ai dit que ce n'était pas dans le domaine de la pharmacie. C'était dans un domaine un peu plus social, c'était un peu plus en termes de, c'était un chapitre de livre en termes de savoir comment est-ce que les études sont organisées en RDC comparativement à d'autres, quels sont les défauts, qu'est-ce qui ne marche pas. RDC, c'est mon pays. Et, mais toujours, je voulais garder ma passion. Et là, je parlais un peu, OK, ouais, je vois, c'est comme ça, mais moi, je me donne un défi en tant que pharmacien d'industrie. Je veux continuer mes études pour peut-être contribuer à cela. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est possible de toujours amener du sien dans le global, parce que partout, il y a l'interdisciplinarité et on a besoin de tout un chacun. Alors, j'avais fini en 2017 et j'avais qu'une seule publication. Mais je suis parti pour mon master en Afrique du Sud et j'ai eu vraiment beaucoup de collaboration, non seulement sur mon sujet particulier, mais j'ai collaboré avec d'autres personnes, j'ai été mentor des autres étudiants qui venaient au laboratoire et en somme, j'ai eu 7 publications euh, pendant mon séjour en Afrique du Sud où je n'étais peut-être pas dans toutes ces publications le premier auteur ou l'investigateur principal, mais je contribuais et cela aide au fait à agrandir le profil. Donc, même si vous n'êtes pas le premier auteur, contribuez toujours quelque chose de plus pour votre CV. Rejoignez des équipes de recherche, échangez des idées, aidez là où il faut aider, ça aide toujours.
Et maintenant, je fais mon doctorat en Allemagne et puis ça fait depuis 3 ans maintenant, je suis passé dans ma dernière année et je continue dans cet esprit de collaboration, d'humilité scientifique, d'ouverture d'esprit et c'est gratifiant, je vous l'assure. Et je suis ouvert à travailler avec toute personne qui l'aimerait, qui vient avec des idées, on peut toujours échanger, on apprend toujours des autres et c'est dans cette optique-là qu'on agrandit son potentiel de publication. Et si vous voulez publier, entourez-vous de bons mentors, de gens qui vous montrent le chemin. J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup qui m'ont beaucoup aidé. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, il y a eu, par exemple, un autre pharmacien du Congo qui m'a accueilli, le pharmacien Christian Kanga, qui est maintenant professeur. Et il m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a beaucoup appris. J'ai aussi appris des autres collègues comme Safari, Justin, le pharmacien, et d'autres, et des gens avec qui je collaborais que je n'aurais jamais pensé, mais ils m'ont beaucoup aidé, de professeurs, ainsi de suite. Donc, quand vous avez une idée, n'hésitez pas d'en parler aux gens, ils vont vous aider. Vous aurez à gagner de prix et si vous voulez être gratifié, vous aurez de profils scientifiques, par exemple, et voir un peu votre progression, comment est-ce que vous avez commencé peut-être en 2019 et comment est-ce que vous évoluez avec le temps. Et faites-vous entourer de bonnes personnes, posez la question aux personnes et ils vont vous aider. Euh, je vous assure que dans la science, il y a pas raison d'être avare. Il n'y a pas besoin de se renfermer que moi seul. Plus vous vous ouvrez aux autres, plus ils vont vous donner ces tremplins-là pour vous donner l'ascenseur. Et faites aussi autant pour les autres. Et je pense qu'à travers ce projet, peut-être de recherche, je suis très ému par ça et j'espère que ça va continuer, qu'on aura de bons mentorats et qu'on aura des gens qui vont publier dans le futur et sur base de ça, de ce qu'ils ont appris. Merci beaucoup. Je sais qu'il est déjà tard. Je m'excuse, j'étais un peu trop long, mais euh, c'est ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Si la modération le permet, on peut prendre quelques questions ou sinon, ça m'est égal en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Vu que vous avez répondu à certaines questions, on va prendre deux questions. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez écrire dans le chat box. On peut prendre deux. Ok, Donc, merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai été un peu long. ce n'est pas un problème, docteur. Ouais, j'ai pris 30 minutes, 15 minutes de plus que ce qui a été prévu, quoi. OK. Euh, vous pouvez toujours lever la main si vous voulez parler. On va vous donner la parole. Ah, peut-être qu'ils sont busy en train de taper et qu'ils sont un peu, comment on dit ça? Shy, c'est quoi shy en français? Euh, what's it shy? C'est quoi shy? Je ne connais pas. Oh, Timide. timide, voilà, oh, je m'excuse. Ouais, timide, ouais, timide. Non, ils ne sont pas Oh, timides. Les pharmaciens ne sont pas timides. Ils sont juste fatigués, ils doivent aller dormir. OK. La personne qui a... Zanzou, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole. Vous me captez? Oui, on vous capte très Oui. bien, Zanzou. Oui, je voulais poser cette question concernant la rédaction des manuscrits. Je n'ai Oui. pas bien comment on peut établir une hypothèse, d'autant plus que l'hypothèse, c'est en fait la réponse anticipative à la question de la recherche. Alors, du coup, quand vous avez dit que l'hypothèse, c'est la question de la recherche, je n'ai pas bien saisi cette différence-là. Et parce que je vois aussi, il y a des travaux, par exemple, quoi, une recherche qui est descriptive. Vous êtes en train d'écrire un phénomène. Est-ce que ça demande aussi que tu puisses constituer aussi une hypothèse? Parce que là, c'est comme une observation. Tu fais juste les constants et puis tu décris un phénomène. Est-ce que ça demande toujours l'hypothèse? OK. Merci beaucoup, Nzanzo, pour la question. Ouais, bien évidemment, il faut définir, prendre l'hypothèse pas comme
toujours comme réponse probable à la question, mais aussi comme question de recherche. C'est-à-dire, même si on fait une étude descriptive, mais qu'est-ce qu'on décrit? On décrit quoi? Il faut bien définir ce qu'on veut décrire. Et une fois que vous avez défini ce que vous avez décrit, vous avez déjà une marge de compréhension de la question. C'est-à-dire, vous savez déjà quelle est votre question. C'est ça le point important, parce que si on va en termes de thèse, hypothèse, confirmation, affirmé ou infirmé, on peut se perdre à un certain moment. Mais si on va en termes de questions de recherche, recherche, elle est descriptive. Mais quelle est la question? Vous décrivez quoi? Alors, si vous savez ce que vous décrivez, vous pouvez maintenant en découler en fonction de votre question. L'hypothèse ou question de recherche doit toujours être définie. En d'autres termes, c'est toujours lié. On a parlé d'hypothèse, question de recherche, hypothèse, objectif. Quel est l'objectif de votre recherche? Donc, il faut un peu prendre ça de manière pas trop se prendre par le mot, mais prendre en termes de logique de choses. On va d'une question de recherche, un objectif qu'on veut atteindre, on fait maintenant un développement sur base de cet objectif. Et à la fin, tous les développements qu'on a fait doivent répondre à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, à la question qu'on s'est fixée, en d'autres termes, doit répondre à l'hypothèse qu'on a donnée, par exemple. Que ce soit descriptif, on peut dire qu'il n'y a pas d'hypothèse en soi, mais il y a une question de recherche qui doit être abordée. Je ne sais pas si c'est convaincant ou s'il y a quelque chose à ajouter ou quelqu'un d'autre a une réponse à donner. Comme je l'ai toujours dit, il y a pas de monopole de parole, quoi. Merci, je suppose que ça me convainc du tout parce que OK. là, j'étais en train de comparer ce qui est théoriquement écrit, ce que j'ai lu en fait OK. dernièrement. Alors, merci beaucoup parce que là, vous êtes du domaine et je sens vraiment que c'est un peu plus pratique OK. que de dans Merci. cette logique-là d'hypothèse comme réponse anticipée à une question de recherche. Je comprends Oui. mieux. Oui, oui, ça c'est vrai. Donc, nous n'allons pas trop dans le détail étymologique, mais partons plutôt de questions objectives. Est-ce qu'à la fin, on a pu répondre ou atteindre notre objectif? Ok, merci. Merci beaucoup. Ok, on va prendre une dernière question. Je vérifie si elle est main. Oh, ça a pris 2 heures. Je ne savais pas. Non, il Oui, n'y a docteur. pas encore 2 heures quand même. Ok, Ça fait? apparemment, il y a plus les questions. Ouais. Bon, le temps est passé vite. Je ne savais pas ce que ça a pris 2 heures, mais pas encore 2 heures, parce qu'on a commencé à 20 heures, il est 21h50, donc 1h50. Et on m'a pris 15 minutes avant parce que ça a pris 8 minutes avant qu'on commence et puis 15. Ouais, bon, c'était quand même intéressant et je suis vraiment très enrichi de voir votre dévotion et puis j'espère qu'on gardera contact pour le futur, quoi. C'était vraiment Oui, un honneur docteur, d'avoir bien participé avec évidemment. vous. Ouais. Euh, donc, je pense que on peut clôturer la session. Donc, une fois, docteur Alain, nous sommes très, très fiers que vous avez eu à honorer notre invitation. Je pense que chacun d'entre nous a beaucoup appris aujourd'hui. Donc, nous vous remercions vraiment beaucoup. Merci, docteur. Oh, ok, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier et je voudrais envoyer à l'organisation euh, le slide qui pourront vous envoyer soit par email ou dans vos réseaux de communication. Oui, Et, oui, docteur, on va partager. ok, merci beaucoup. Ok, Donc, un instant, docteur, vous pouvez déconnecter vos micros et dire merci au docteur. oh, ok, il le faut, ok. Mais j'ai lu beaucoup Merci. de merci dans le chat. Merci, Merci. docteur, pour la présentation. Merci Merci beaucoup, beaucoup, docteur, docteur. pour la brillante présentation. Mm.
Merci beaucoup, en tout cas. Ça me va droit au cœur. Merci, docteur. Et Merci, vous- docteur. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de partager votre écran. On souhaitait reprendre une photo. Ah, OK. Merci. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez allumer vos caméras, comme ça, on peut prendre Je dois ranger ma chemise. les photos. Ah, il y avait Euh, tous ces beaux visages que je ne voyais pas. Ah, ah. Oui, docteur. Oh, non, ça, c'est pas bien, hein. Prochainement, il faut que tout le monde allume la caméra, quoi. Oh, content de vous voir, en tout cas. Je vous donne une minute, s'il vous plaît, pour On doit sourire pour allumer la vos photo? vidéos. On doit sourire pour la Vous photo. êtes, vous êtes, vous êtes timide pour allumer les vidéos parce que je ne vois pas. Je ne vois pas les vidéos. Je ne vois pas les vidéos ouvertes. Ah, je vois qu'Eleanor, elle est vraiment... S'il vous plaît, allumez vos vidéos. Les vidéos Vous sont avez allumées. C'est Je ne sais pas si on allumé. voit pas. Oui, Ouais, je partout. pense que Hmm. la plupart Je dis sont que c'est allumés. moi qui ne... Afi, Yes, oui, tu m'entends? oui, oui, s'il te plaît, tu peux prendre Ça les marche. photos. Ok. On ne montre pas chez moi. Là, c'est bon, tu me dis, s'il te plaît. Il reste la dernière page. OK. C'est bon. C'est bon. OK. OK. Donc, merci beaucoup. S'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir la fiche de présence. J'ai envoyé le lien. Donc, n'oubliez pas de remplir. On va fermer le lien dans 30 minutes. Merci beaucoup, Pharmacien. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, c'est fait un plaisir et à la prochaine. OK, docteur. Merci, docteur. Bonne soirée. Merci, pas vraiment. Et tout le reste de bien à vous tous.